Le syndrome de Peter Pan. James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan, a souffert d'un profond sentiment d'abandon. Après le décès de son grand frère à 13 ans, sa mère s'est installée dans un deuil pathologique, délaissant le petit James. Négligé par cette mère dépressive et un père inattentif, il a développé une grande blessure d'abandon. Plus tard, s'étant créé un immense monde intérieur où il pouvait se sentir en sécurité, il a inventé un personnage, Peter Pan, cet enfant éternellement jeune, vivant entouré d'enfants et de dangers, au pays de jamais jamais, celui des enfants perdus. Vous connaissez l'histoire. Le syndrome de Peter Pan regroupe des symptômes liés à l'abandonnisme. Les hommes qui en souffrent se réfugient en eux-mêmes tandis qu'une flambée irréaliste de leur moi les convainc qu'ils peuvent et doivent faire tout ce que leur suggère leur fantasme. Puis ils cherchent de façon obsessionnelle à plaire aux autres pour enfin être en mesure de s'accepter eux-mêmes. Ils prennent l'amour comme chose due, n'apprenant jamais à le rendre. Ils prétendent être des adultes mais agissent en fait comme des enfants gâtés. Vulnérables et vivant dans la peur d'être rejetés, ils dissimulent leurs failles derrière une virilité presque agressive. Jusqu'à environ 50 ans, ils jouent un rôle d'adulte responsable. Ils fondent une famille, ont un emploi stable, avant d'entrer en dépression, rattrapés par un désespoir qui les mine. Ils alternent les scènes, transformant leur colère en rage explosive, leur joie en agitation, leur frustration en apitoiement sur eux. Leur compagne doit remplir une fonction de mère, celle qui les a délaissés dans leur enfance. Puis ils finissent par accuser la terre entière de tous leurs maux. Le rêve éveillé du pays de jamais jamais se transforme en cauchemar. Car ils ne peuvent plus échapper à la réalité qu'ils ont toujours cherché à éviter. L'irresponsabilité étant l'un de leurs symptômes majeurs. Ils maintiennent avec leur compagne une relation fusionnelle en lieu et place de l'amour adulte qui est un amour-relation. Le besoin de reconnaissance. Pour obtenir de l'approbation et de la reconnaissance, dans le seul but de se sentir quelqu'un de bien, voire tout simplement quelqu'un, il est nécessaire de se montrer indispensable, disponible, aidant, à la hauteur. Car le sentiment d'avoir de la valeur n'existe que dans le regard de l'autre. Entendre des phrases telles « Merci, qu'est-ce que je ferais sans toi ?» provoque pour un moment une grande vague, sinon de bonheur, du moins d'apaisement. Il s'agit alors de se montrer inquiet du bien-être des autres, quitte à les assommer de bons conseils pas toujours appropriés, d'attention pas toujours souhaitée, de cadeaux plus ou moins bien choisis et de faire ce qui devrait plaire, surtout ne pas déplaire. Cette préoccupation du bien-être des autres est excessive et signe une demande de reconnaissance. Je donne pour recevoir. Peut résumer cette compulsion chez les adultes qui, enfants, ont été adulifiés, prenant en charge leurs parents ou l'un d'eux. Le pli est généré par cette croyance. Si je m'occupe bien des autres, ils vont m'aimer en retour. Dans le cadre de la vie professionnelle, la peur de la critique est constante, car elle est évidemment très mal vécue, comme un rejet. Victor. Ma vie professionnelle, pourtant bien remplie, n'est pas la réussite que j'étais en droit d'attendre. J'ai longtemps cru que j'étais un génie précoce. Mon père, qui ne me voulait pas que du bien, puisque ma naissance l'a dérangé, ne m'a pas donné la permission de réussir mieux que lui. Il aurait été déloyal de ma part de dépasser son renom. Je suis très sensible à la critique. Je me sens alors remis en cause dans ma cohérence. Je me pose sans cesse la question de ma légitimité et je me critique constamment quand je ne me sabote pas. L'impression d'être illégitime dans sa fonction est très fréquente chez les abandonnés, ce qui peut expliquer le workaholisme, être un bourreau de travail, pour éviter de prendre conscience de leurs problématiques et maintenir le déni sur la blessure d'abandon. Le besoin existentiel de reconnaissance se paye par une fatigue chronique et la négligence de la famille, de la vie sociale. D'autant plus que ce comportement n'est valorisant qu'à condition d'être remarqué et complimenté. Or, il ne s'agira pas seulement de reconnaissance sur le travail accompli, le passage au mode affectif dans la vie professionnelle est fréquent chez les dépendants affectifs, jusqu'à un mélange des genres qui ne facilite pas toujours les relations de travail. Un transfert parental, symbolique, est effectué sur les figures d'autorité, les supérieurs hiérarchiques. Joseph. Il était le type même de l'employé modèle. Jamais une seconde de retard, plutôt même 5 à 10 minutes d'avance chaque matin. Toujours le dernier à partir le soir, parfois tard, malgré plus d'1h30 de transport matin et soir. Il n'a jamais manqué une seule journée, même fatigué ou malade, ou malgré une grave maladie de l'un de ses enfants, alors qu'il aurait pu ou dû s'arrêter. Mais il n'y a même pas pensé. Et il n'aurait pas osé demander quelques jours de congé.
Très perfectionniste, il était consciencieux à l'extrême. Au fil des années, Joseph avait cru repérer des dysfonctionnements dans les méthodes de travail de son entreprise. Il a donc concocté un long rapport très critique sur ce qui, selon lui, allait de travers. Mal lui en a pris de l'envoyer à son supérieur hiérarchique. Cette diatribe fit le tour de sa hiérarchie et il fut mis au placard pendant plusieurs années, sans pour autant chercher à partir, subissant cette humiliation sans broncher. Son amertume et sa rancœur sont encore bien vivaces tant il reste persuadé d'avoir eu raison. Il espérait naïvement qu'on allait le féliciter, lui en être reconnaissant. L'insécurité affective. Ne pas savoir si l'on est digne d'être aimé et si l'on est aimé sont des questions obsédantes qui génèrent une avidité affective que certains auteurs qualifient de dévorante. Elle est aggravée par l'insatisfaction chronique de ce qui est reçu, jamais suffisant, comme si l'on n'en donnait qu'un petit morceau de pain à une personne affamée. L'avidité affective rend maladroit dans la recherche de l'amour, le dépendant affectif confondant aimer et plaire, séduire et être aimé. Le désir de fusion est bien trop puissant. L'autre peut en avoir peur et s'éloigner face à des demandes et des démonstrations trop chargées d'intensité, trop pressantes. Ces attitudes vampiriques peuvent très vite mettre mal à l'aise et saboter les débuts d'une relation, amicale ou amoureuse. Les abandonnés exigent trop vite des marques d'affection et des engagements pour l'avenir. Joseph n'a attendu que 10 jours avant de demander Élisabeth en mariage. Elle aussi est abandonnique, et cette hâte la fait sourire. Les conséquences, une rapide désillusion, sont dramatiques et répétitives. Joseph. Dans son affinité affective, il dit souvent à Élisabeth qu'il l'aime, qu'elle est sa femme au sens fort du terme. Or, c'est pour lui un mot sans contenu, concrètement. Il ne fait rien pour le lui montrer. Mais il en attend tellement. Elle a vite déchanté. Lorsqu'elle lui reproche de ne pas savoir l'aimer, lui disant même qu'elle a parfois peur de lui, sa tyrannie et ses excès de colère la glacent, il y a 2 types de réponses. L'une plutôt gentille, c'est parce que je ne m'aime pas assez que je ne sais pas bien t'aimer. L'autre, je te dis que je t'aime, ça devrait te suffire, non? Je n'ai pas à être toujours le gentil, il faudrait que tu y mettes aussi du tien. La première est manipulatrice, la seconde culpabilisante. Dans les 2 cas, Élisabeth ne peut que douter de l'amour de Joseph, malgré parfois de grandes démonstrations et de beaux discours. L'idéalisation de l'autre est aussi un bon moyen d'entretenir l'avidité affective, car à l'insupportable regard de l'autre qui choit, répond cette demande cannibalique de la présence. Une vie émotionnelle douloureuse. Les blessures d'abandon sont à l'origine de nombreuses émotions douloureuses avec des nuances d'intensité très variables d'une personne à l'autre. La tristesse peut se transformer en dépression, l'inquiétude en anxiété ou en angoisse, sans oublier la culpabilité, la colère et la honte, la plus forte étant la peur. La tristesse et la dépression. La tristesse vient de la solitude du cœur, Montesquieu. La dépression due à des blessures d'abandon est appelée réactionnelle. C'est la forme la plus fréquente de la dépression qui, si elle perdure dans le temps sans être traitée, devient chronique. Elle peut aussi être masquée. Ni la personne concernée ni son entourage n'en ont conscience. Les symptômes sont ignorés, en particulier l'hyperactivité. Ne restent alors que les manifestations physiques avec le cortège de somatisation. Lorsque le diagnostic est admis, la volonté de se soigner n'est pas toujours évidente en raison justement du manque de motivation et de l'immense fatigue, symptômes dépressifs, qui génèrent un fort sentiment d'impuissance. La dépression du nouveau-né et de l'enfant est aujourd'hui reconnue, depuis quelques décennies seulement, ainsi que la souffrance des enfants. L'immense tristesse, quand ce n'est pas la dépression, est réactivée à chaque séparation si l'abandonné ne fait pas une thérapie. Les symptômes de la blessure d'abandon chez l'enfant. Lorsqu'un enfant présente ces symptômes, il est possible qu'il souffre d'une dépression. Troubles du comportement alimentaire. Troubles du sommeil, problèmes d'endormissement, réveil nocturne, cauchemars, terreur et solitude. Problèmes scolaires, manque de confiance en soi et relationnel à l'école. Nombreuses somatisations, hypersensibilité, faible estime de soi, dépendance affective, troubles de l'humeur, agressivité, tristesse, anxiété, modification importante du comportement. Pas ou peu valorisés, peu ou mal aimés à des périodes cruciales de leur vie, ces enfants ne sont que tristesse. Alina.
J'ai trop besoin d'approbation dans le regard de l'autre. J'ai le sentiment d'être vide. Je n'aime pas mon passé. Il est depuis toujours accompagné d'un sentiment très fort de tristesse. Dans ma famille, je devrais être la petite fille parfaite. Mon père était absent, trop effacé, en retrait devant ma mère. C'est moi qui étais le problème. Pourtant, en y repensant, je me conduisais comme une véritable serpillière. J'étais une enfant remplie de peur et je n'avais qu'une obsession, protéger mes parents des multiples dangers que j'imaginais planant sur eux. J'avais des cauchemars récurrents de tsunamis qui venaient nous emporter et je pensais qu'il était de ma responsabilité de sauver leur vie et de les rendre heureux. À 11 ans, j'ai eu une dépression, mais je me sentais indigne car je n'ai jamais eu le droit d'aller mal. Pendant cette dépression, j'avais tant besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on me rassure. Mais non, j'ai pris les médicaments prescrits par le médecin, c'est tout. Je devais être irréprochable, alors que j'avais besoin d'avoir le droit d'être faible. Les deux mots qui me caractérisent, parfaite et seule. Il y avait tellement d'attentes vis-à-vis de moi. Ma tâche, mon devoir, être la lumière de la famille. Mais au fond de moi, j'étais folle de rage. Je me sentais exploitée, continuellement oppressée. J'en ai vite tiré la conclusion que l'amour apporte trop d'angoisse, trop d'attentes à satisfaire. Je ne m'aime pas, je ne suis jamais à la hauteur et je reste pétrifiée à l'idée de décevoir quelqu'un qui m'aime. Je travaille pour une association humanitaire et ça me fait du bien. Au moins je suis utile. Pourtant j'ai le sentiment de tout donner sans rien recevoir en retour. L'habitude d'être laissé pour compte ne se prend jamais. Tout au contraire, la souffrance réitérée rend de plus en plus vulnérable. Et l'intensité de la tristesse, sinon de la dépression, va croissant. La peur. Les manifestations anxieuses peuvent aller de la simple inquiétude à l'anxiété, ou pire la terreur, la panique ou l'angoisse, très fortes peurs dont on ignore la raison. Ces grandes peurs des abandonnés sont celles de l'abandon, de la solitude et de l'engagement. Chroniques, elles fragilisent. Quelles sont les garanties contre la déception, contre les incompréhensions, contre la séparation? Aucune. La souffrance ne peut ainsi venir que des autres, une certitude fondée sur le sentiment d'impuissance ressenti fortement dans l'enfance ou dans le grand âge. Générés par cette peur, les comportements et les attitudes ne feront que confirmer les peurs. La spirale négative de l'abandon. Les abandonnés sont dépendants de leur vie émotionnelle qui, quand elle ne les submerge pas ou n'est pas obsédante, maintient à haut niveau de stress quasiment constant. Selon le biologiste Henri Laborit, dans sa peur de perdre, d'être abandonné, l'être humain n'a que 3 options instinctives à sa disposition. Subir, combattre ou fuir. Quand la peur d'être abandonné devient trop forte, les abandonniques, qui n'ont pas eu d'autre choix que de subir, vont alors combattre, devenir agressives, exprimer de la colère et des jugements critiques pour se justifier. Ou bien ils seront dans la fuite, l'évitement. Ils s'isoleront ou provoqueront la rupture. Les abandons précoces sont source d'angoisse diffuse, qualifiée d'archaïque, car survenus trop tôt dans la vie. Il s'agit d'une peur très intense de ne plus exister, d'être anéanti, car l'enfant n'est pas en mesure ni de se protéger, ni de subvenir à ses besoins, dont certains sont vitaux. Le sentiment qu'on les a laissés tomber s'installe une angoisse dite de séparation, qui s'apparente à une angoisse de mort, qu'il revivra alors des nombreuses séparations qui jalonnent sa vie. La peur de l'abandon et de la solitude. Cette peur, inscrite dans l'enfance, ne s'effacera pas, même à l'âge adulte. Mais elle peut être diminuée de façon significative par une thérapie. La cicatrice est si profonde. Comment ne pas craindre la solitude si l'on se croit vide et impuissant, incapable de satisfaire ses propres besoins? Cette peur peut amener les abandonnés à multiplier les conquêtes pour ne jamais se retrouver seuls. Attirance et rejet sont caractéristiques. C'est la peur qui est aux commandes. Les principaux symptômes de la peur d'abandon. Se forcer à faire pour les autres ce que, sans cette crainte, on ne ferait jamais. Manipuler les autres par un chantage affectif. Provoquer soi-même la rupture pour n'être pas quitté. Éviter un engagement par peur de la séparation. Rechercher sans cesse de l'approbation en raison des doutes sur soi, ses idées, ses choix ou ses compétences. Ressentir une insécurité affective accrue quand les autres, famille, amis, partenaires, en amour, ne sont pas à la hauteur des attentes exigences. Une preuve de désamour qui mènera à la séparation. Les autres n'ont pas le droit à l'erreur. Cette peur morbide de la solitude, lorsqu'elle est extrême, et toujours en toile de fond, se nomme l'autophobie.
Étymologiquement, ce terme signifie la peur de soi-même. Autrement dit, une peur très forte. Le terme de phobie est la marque de l'intensité, de se retrouver seul avec soi. Ce trouble anxieux, sévère, peut s'étendre à tout ce qui n'est pas familier. Imprévu, changement des habitudes, voyage. L'inconnu est très anxiogène. Le mode de vie des personnes qui en souffrent en est affecté. Il leur est difficile de découvrir de nouveaux lieux, des vacances par exemple, de faire de nouvelles rencontres, leur malaise est grand, de modifier des routines, rythme de vie, alimentation, médecins, etc. Elles sont habitudinaires jusqu'à en devenir rigides, car rien ne doit venir modifier leur vie très ritualisée. Joseph. Tout au long de sa relation avec Élisabeth, Joseph n'a cessé de lui demander « Qu'est-ce qu'on va devenir quand l'un de nous mourra ? Que va-t-il se passer quand toi ou moi on se retrouvera seul ?» Cette question l'obsède. Il n'aime pas s'éloigner de chez lui plus d'une ou 2 semaines, se sent désemparé devant la nouveauté, les changements, le mettent en colère. Une simple petite panne de voiture le déstabilise totalement. Il se dit désemparé. Jean-Louis. Il vit encore chez ses parents tant il a peur d'être seul. Il est ainsi certain d'être aimé par 2 personnes, d'éviter la solitude. Il n'aime ni son physique ni sa personnalité et fait tout son possible pour éviter de rencontrer des femmes. Il a quelques amis qu'il voit de temps à autre, alors qu'il ne les apprécie guère. Ils n'ont qu'un mérite, être là quand il le désire. Quand il n'est pas au travail, il reste chez ses parents, vérifiant régulièrement qu'au moins l'un d'eux est à la maison. Une de ses plus grandes peurs, leur décès, car il ne sait pas être un homme, dit-il. Il n'est qu'un enfant, certes grandi, mais très dépendant et immature, affectivement et psychologiquement. L'autophobie se traduit aussi par un besoin incontrôlable de tout planifier, de remplir régulièrement et très à l'avance son agenda, son congélateur, de faire scrupuleusement ses comptes chaque jour, de se concocter des programmes quotidiens, non suivis mais rassurants, d'organiser sa vie avec précision. Une façon d'éradiquer les peurs. Ces personnes craignent avant tout de sortir de leur zone de confort. Or, par définition, il est impossible de prévoir l'imprévu. Et le manque d'estime de soi aidant, l'idée d'être en tête-à-tête avec soi-même est très angoissante. Comment aimer la compagnie de quelqu'un que l'on n'aime pas ? La réalité est perçue à travers un prisme qui nourrit des craintes obsédantes. La peur de l'engagement. Cette peur altère la capacité à nouer et entretenir des relations profondes et dans la durée, ou à persévérer dans un emploi durable. L'idée de s'engager en amitié comme en amour sème la terreur, qui un jour deviendra la plus forte. C'est la chronique d'une solitude annoncée. Tant l'angoisse de perdre est forte, malgré le besoin de s'engager pour être rassuré, car il s'agit là encore de contradictions qui minent la vie émotionnelle. Victor. Ma vie affective est une éternelle répétition de situations qui se ressemblent et je me sens très oppressée. J'ai constamment été infidèle sans être volage pour autant. Ma polygamie comble un manque affectif constant. Et je reste très fidèle à mes vies parallèles, à mes femmes, toujours plus âgées que moi. Ma mère détestait son père et avait reporté cette haine sur son mari, hyperactif et continuellement absent. Elle disait sans cesse qu'elle allait partir de la maison. Je m'y attendais, dans l'angoisse la plus totale à chaque instant. Ce qui explique peut-être ma constante polygamie. Elle me permet d'être certain de ne jamais me retrouver seule. Quant au sexe, auquel j'avais une addiction comme à l'alcool, un bon anesthésique de la douleur morale, c'était pour moi la voie royale pour rencontrer l'autre. J'ai connu un grand amour à 17 ans. Il a duré 6 ans. C'était la femme. J'ai le sentiment que cette histoire ne s'est jamais terminée et depuis, je n'ai jamais été disponible pour une autre. Je ne fais que m'adapter aux attentes de celle avec qui j'entretiens une relation. J'ai tellement peur de l'abandon, j'ai le sentiment de vivre dans une coupure, une cassure, ce qui explique sans doute ma terreur de l'engagement, de l'attachement. J'ai toujours eu peur que les choses se terminent. Alors, je me débats inlassablement dans des questions comme « qu'est-ce que l'amour, l'engagement, la loyauté ?» À 12 ans, je me suis installée dans une chambre de bonne au dernier étage de l'immeuble où vivaient mes parents et j'y ai développé une culture du secret à mon égard, car je me rends compte que j'ai fait de mon existence une fiction. J'ai commencé à me construire un monde fictif. Il était important de me l'inventer. À tel point que lorsque je me présente à une femme, je raconte l'histoire de mes grands-parents. Aujourd'hui, mon numéro, mon rôle sont épuisés. Je sais que je suis très sensible tout en étant capable de devenir minérale, très dure.
Lorsque l'enfant s'est abîmé, l'impression de ne pas être important grave en profondeur la blessure d'abandon. Pour s'en protéger, l'enfant qui a grandi peut maintenir une distance avec les autres ou devenir manipulateur. Il sera capable dans les cas extrêmes de mettre ses partenaires sous son emprise, se transformant alors en prédateur. Une attitude qui ne diminue en rien sa souffrance qui un jour ou l'autre fait surface. Il peut aussi, tout à l'inverse, devenir la proie des prédateurs, tant sa quête d'amour n'a aucune limite. Une culpabilité trop lourde à porter. Tous les abandonnés qui dans l'enfance ont subi des comportements nocifs de la part de leurs parents n'en ont rendu coupables qu'eux-mêmes. Le raisonnement est très simple. Mon père m'aime forcément. Il m'éloigne, me critique, me frappe, m'humilie, me punit très sévèrement. C'est bien la preuve que je suis mauvais. Cette phrase peut évidemment concerner la mère ou les deux parents. Depuis sa naissance, avec les moyens dont il dispose, l'enfant tente de donner un sens à ce qu'il vit. Alors, plutôt que risquer de s'attirer les foudres parentales et peut-être de perdre cette source d'amour et de sécurité, même si elle est presque tarie, il se convainc qu'il est coupable des comportements de ses parents. Il ne peut pas faire autrement. C'est toujours sur lui qu'il fera retomber la responsabilité de ce qu'il endure. Au fil des ans, les culpabilités s'accumulent, se cimentent et s'enquistent profondément. Sans psychothérapie, la vie relationnelle des patients rongés par la culpabilité restera sous l'emprise d'une mauvaise image d'eux-mêmes, sans fluidité ni légèreté, tant qu'ils vivront dans la certitude d'avoir été fautifs. Ce sont toujours les innocents qui se tourmentent et se sentent coupables des fautes qu'ils n'ont pas commises. C'est ce qu'on appelle la culpabilité pathologique, injuste et injustifiée. À quoi la reconnaît-on ? Grande difficulté, voire impossibilité pour décrire ses fautes. La personne ne peut pas réellement expliquer ce qu'elle a fait, ou pensé, ou dit de répréhensible. Si elle est capable d'en verbaliser les raisons, elle prend conscience qu'elles ne sont pas du tout probantes. Ressentiment. Colère à l'égard des parents avec l'interdiction de la ressentir et surtout de leur exprimer. Très fréquentes excuses, excusez-moi, est l'expression favorite des abandonnés. Blâmer les autres pour ses propres erreurs est très fréquent chez les abandonnés perfectionnistes qui ne se donnent pas le droit à l'erreur. Le chantage affectif parental installe une culpabilité pathologique. Quand un enfant n'est pas strictement conforme aux attentes de ses parents, ils lui disent qu'il leur fait de la peine, qu'il n'est pas gentil, avec tout le mal qu'il se donne. Les abandonnés prennent aussi sur eux des problèmes du couple. Les autosabotages et les comportements menant à l'échec sont des punitions infligées pour avoir mal agi dans le passé. Chloé. Voici quelques passages d'une lettre écrite à sa mère dans le cadre de sa thérapie. Maman, tu te souviens de cette dépression que j'ai faite en 6e ? J'avais cette peur, cette angoisse dans mon ventre de vous décevoir, papa et toi, cette peur profonde que vous soyez malheureux. Je sentais cette responsabilité au fond de moi. C'était ma responsabilité de sauver votre vie et de vous rendre heureux. Cette boule dans le ventre à l'idée de vous décevoir. Cette panique à l'idée de ne pas être digne de vous. Je l'ai eue toute ma vie. Maman, tu as toujours été douée pour me faire sentir que je te faisais de la peine et je n'étais pas parfaite. Comme tu voulais que je sois, si je ne faisais pas tout pour te faire plaisir. Je crois que pour vous éviter tout souci, j'ai toujours été la fille parfaite. C'était mon rôle d'apporter le bonheur à la maison, de tout faire pour vous satisfaire. Je crois que je n'étais là que pour ça, pour te consoler de la mort de ton père. J'ai voulu compenser ton manque de père, j'ai pris soin de toi. Tu voulais l'amour de ton père à travers ton enfant. Tu m'as dit que ma naissance avait été sa résurrection. J'ai bien senti tout l'espoir que tu mettais en moi. Moi qui étais en train de me noyer depuis des années. Je ne faisais que couler et personne ne s'en apercevait. Si un enfant adulifié ne parvient pas à aider suffisamment ses parents, le sortir de sa dépression, de son alcoolisme, etc., il se sent très vite coupable car il se croit responsable de son malheur, de son échec à le guérir, alors qu'il n'y peut rien. Ce fardeau pèse lourd sur ses épaules, surtout si cette parentification se prolonge sur plusieurs années. Laurent. Ma mère est devenue veuve quand j'avais 14 ans. Depuis, elle n'a jamais cessé de pleurer, n'est jamais sortie de la dépression. D'autant plus que 2 ans plus tard, l'un de mes frères s'est pendu. C'est moi qui l'ai décroché. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai passé ma vie à soutenir ma mère, à m'en occuper. Je ne me suis jamais mariée afin de rester disponible pour elle. Aujourd'hui, je souffre d'un cancer du pancréas et je fais tout ce que je peux pour me maintenir en vie. Je suis seule à m'occuper d'elle. Mais je n'ai jamais réussi à faire tarir ses larmes, jamais. C'est moi encore qui dois la rassurer
et je ne lui parle pas de mon état après chaque séance de chimiothérapie. Elle ne sait même pas que je suis malade. Elle se plaint tout le temps. Je suis en relation avec son médecin, je gère son budget, je lui achète ses vêtements, je l'oblige à sortir un peu tous les jours. Je ne sais plus quoi faire pour elle. J'espère vivre encore assez longtemps pour la soutenir jusqu'au bout. Ainsi, l'enfant s'épuise psychologiquement et émotionnellement en se sacrifiant pour veiller au bien-être de ses parents. Comme cette fillette qui voulait éviter de déranger ses parents, souvent malades, elle vomissait presque toutes les nuits, prenant bien garde de ne pas troubler le sommeil de sa famille pour ne pas faire de bruit. Elle n'avait pas parlé non plus de ses insupportables maux de ventre jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse à l'école et se réveille à l'hôpital, opérée en urgence d'une péritonite. Elle n'avait que 10 ans et elle ne voulait déranger personne. Roxane. À 59 ans, Roxane continue à faire ce qu'elle a toujours fait, à savoir s'occuper de son père, un homme aujourd'hui très âgé. Ce qui peut sembler naturel aujourd'hui ne l'était pas durant son enfance et son adolescence. Roxane prenait tout en charge, les courses, la préparation des repas, le linge, le rangement de la maison et le ménage, le bricolage. Sa mère, décédée quand elle n'avait que 6 ans, l'a laissée seule avec cet homme-enfant qui n'a jamais voulu admettre sa dépression. Une colère qui ronge. Les abandonnés sont littéralement rongés par la colère. La plupart n'en ont pas conscience. Elle distille de la hargne jour après jour. Or viendra le moment où elle ne pourra pas rester tapie. J'évoquais plus haut l'agressivité. Il est évident qu'elle est engendrée par cette colère accumulée et non exprimée, ou pas suffisamment, ou jamais prise en compte. La colère, dont l'intensité va de la petite irritation jusqu'à la rage, est une émotion qu'on ressent lorsqu'on est confronté à une situation qui ne nous convient pas. Il peut s'agir de mots, de comportements, à notre égard ou non, qui nous déplaisent fortement, comme des jugements ou des idées qui vont à l'encontre de nos valeurs. Il peut s'agir aussi de pensées ou de sentiments que nous n'aimons pas en nous. Les raisons d'éprouver de la colère ne se comptent pas. Elles commencent dès la naissance. Pour les abandonnés, la colère est non seulement présente depuis parfois fort longtemps, mais elle est réactivée chaque fois que la blessure d'abandon est ranimée. Car ce sont des braises au creux desquelles, même enfouies sous la cendre, le feu brûle encore. Chloé dit être en rage tant elle s'est sentie incomprise, idéalisée, mise dans un cadre et rangée dans une boîte. Rose, à 45 ans, parle de la colère, la rage, la haine qui la ronge. Angélique se sent âcre. Sous la tristesse, il y a la colère. Je crois même que je peux parler de rage. Lila. Je n'étais pas désirée. Pour avoir la paix, parce que j'étais un bébé qui pleurait beaucoup, ma mère me donnait du Valium et du Librium, un autre anxiolytique. Ce que la mère supérieure de mon école a continué à faire pour que je reste calme. À 17 ans, je me suis fait embaucher dans un hôpital psychiatrique pour vérifier que je n'étais pas folle. Finalement, c'est la rage qui m'a permis de vivre. Colère, sentiment d'injustice et d'impuissance sont des émotions qui génèrent de la violence, parfois l'envie de prendre sa revanche. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, la rage s'exprime. Charlotte, 55 ans. J'ai été élevée par ma grand-mère paternelle qui ne m'a jamais expliqué pourquoi ma mère n'était jamais là, même pour les Noëls. Quand elle est revenue à la maison, ma mère était en dépression et en même temps très intrusive, envahissante. J'ai très vite construit une carapace, mais elle se fendit vite quand la colère est trop forte. Maintenant, j'ai très peur d'aimer et je ne me sens pas aimable. Je suis très exigeante avec moi et plus ou moins intraitable avec les autres. J'en ai bien conscience. Tant de honte enfouie. La honte s'ajoute à ces émotions, la plupart du temps refoulées, d'avoir été rejeté, de ne pas s'être senti aimé, important, de ne pas avoir été suffisamment investi par ses parents. Une émotion qui mène au mépris de soi-même. La honte, c'est d'être inférieur à soi-même, selon un proverbe mange-tout. Honte aussi du comportement de ses parents qui n'ont pas su se comporter en adultes responsables, qui ont eu des attitudes interdites. Coups, climat sexuel, alcoolisation, inceste, humiliation, etc. Comment ne pas avoir honte d'être né dans une telle famille ? Guy Bedos l'exprime très bien. Ma mère, quand elle a arrêté de me faire peur, a commencé à me faire honte. Les châtiments corporels en voie d'être interdits. Une loi récente du ministère de la Santé interdit enfin les châtiments corporels en France, alors que la législation de nombreux pays européens les a condamnés depuis très longtemps. Les châtiments corporels sont les gifles et les fessées, mais aussi les pincements, les secousses, beaucoup de bébés meurent d'avoir été secoués, les projections et les poussées, le tirage des cheveux et des oreilles, etc. La violence physique sur les adultes n'est-elle pas punie par la loi ?
Pourquoi serait-elle autorisée sur les enfants? Ce n'est pas une bonne méthode d'éducation, elle ne fait qu'humilier, développer de la colère rentrée. Or, aujourd'hui, 87% des enfants subissent quotidiennement des pratiques punitives et coercives auxquelles les parents ont recours à titre éducatif. Malheureusement, il n'est pas possible de légiférer sur les violences verbales, moqueries, cris, injures, pas plus que sur les violences psychologiques, menaces, mensonges, chantage, culpabilisation. L'enfant et l'adolescent s'isolent, rentrent dans leur bulle pour ne plus rien voir, ne plus rien entendre, tel un animal blessé qui se terre car il n'a pas d'autre choix. Adolescent, il se tait, adulte, il continue à se taire. Et la honte d'avoir honte de ses parents est terrible à vivre. En outre, comme le passé qui n'est pas mis en conscience se répète, écrivait Sigmund Freud, il est facile de prédire l'avenir de ces enfants devenus parents. Bon nombre d'entre eux reproduiront le même modèle punitif, ce qu'Alice Miller n'a cessé de dénoncer jusqu'à sa mort. Les somatisations. Parce que les personnes abandonniques sont trop souvent dans le déni de leurs émotions et de leurs sentiments, elles les expriment par des troubles psychosomatiques. Joseph a de l'asthme depuis très longtemps et Victor somatise beaucoup. Hypertension, insomnie, douleurs articulaires, cholestérol, diabète. Être malade est une façon d'exister, de parler de soi indirectement. Des difficultés à respirer, dues à un sentiment d'oppression, trop de tristesse ou de colère, ou les deux comme Joseph, des douleurs dans le dos, un poids de souffrance trop lourd à porter, des problèmes dermatologiques, la colère démange, des troubles de la digestion, ce qui a été subi n'est pas digeste, font partie des manifestations somatiques fréquentes de l'abandonnisme, à quoi s'ajoute le besoin maladif d'être soigné au moindre bouton. Joseph, hypocondriaque, insiste pour qu'Élisabeth le regarde et lui mette une crème, à la limite n'importe laquelle, l'essentiel étant qu'elle s'occupe de lui comme une mère aurait pu le faire. Claudia, 38 ans. J'ai plusieurs hernies discales, un terrain inflammatoire, une maladie auto-immune. Je n'avais que 15 ans quand on m'a diagnostiqué une spondylarthrite, arthrite des vertèbres, et j'ai eu une plébite à 21 ans. Sans parler des crises d'angoisse qui me ramènent à un état de nouveau-né. J'avais 4 ans, ma mère attendait une petite fille, Fleur, mort-née. Mes parents ont été tellement désespérés qu'ils m'ont oublié de longues années, jusqu'à ce que je tombe malade. Sans doute ont-ils alors réalisé que j'existais. Depuis, ma mère m'étouffe, s'occupe de ma vie, et j'admets que je n'ai pas envie de grandir. Je veux profiter enfin d'une maman et d'un papa qui s'inquiètent pour moi. Je ne suis partie de chez eux qu'à 34 ans. Maintenant, j'ai très peur de leur mort. Je suis en arrêt longue maladie, je ne sais pas quoi faire de moi. Constamment malade, je suis déclarée handicapée à 100%. Je ne peux envisager aucune profession, car tout mouvement me fait souffrir. Marie-Hélène, 66 ans. J'ai des neuropathies dans le dos depuis près de 20 ans. On m'a opéré plusieurs fois. Maintenant, j'ai des plaques de tôle pour maintenir plusieurs vertèbres et on doit en rajouter une bientôt tellement je souffre. Le plus curieux, c'est que je suis mariée à un médecin spécialiste de la douleur qui ne veut pas savoir que je souffre. Il refuse de l'admettre. Petite, j'avais une fessée dès que je me faisais mal et à l'école, j'étais nulle. On m'a mise en pension à 11 ans, à la naissance de mon frère. Là, j'ai fait une dépression. J'étais tout le temps seule, recroquevillée. Je m'ennuyais à mourir et me détestais. Ma sœur, qui était dans la même pension, ne me regardait même pas. Je n'existais pas. J'en veux à mon corps de me faire tant souffrir. Je n'ai jamais été heureuse. Je n'aime pas mon mari, même s'il m'offre une vie confortable matériellement. Je lui en veux beaucoup. Il y a 3 ans, il m'a obligée à suivre un lifting. Il était si fier de ma beauté. C'est seulement maintenant que je n'ai plus mal au visage, à la tête. Sinon, c'était si violent. Je suis toujours seule avec ma douleur en plus, mais je ne pleure plus, c'est fini, sauf quand je suis avec vous. L'abandonnisme, vous l'avez vu, constitue un véritable syndrome, une association de symptômes psychopathologiques, comportementaux, émotionnels et physiques. Extrêmement pénible à vivre, qu'il s'agisse d'un abandon réel ou d'un sentiment d'abandon. Fort heureusement, il est possible de réparer le passé et d'apprendre à regarder sa vie sous un autre angle, à la construire, la reconstruire avec espoir.